Et si ce qui ressemble à du chaos dans la politique étrangère du président Trump suivait en fait un plan très précis? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. On va décortiquer une analyse de The Cobicilliter qui suggère qu'il y a bien un schéma récurrent dans les conflits internationaux, une sorte de méthode qui rendrait l'imprévisible beaucoup plus prévisible. Commençons avec cette phrase choc. Une immense armada se dirige vers l'Iran. Voilà une déclaration typique, spectaculaire, qui lance l'escalade verbale. C'est en quelque sorte le premier acte d'une pièce qui, selon notre source, s'est déjà jouée de nombreuses fois. Et le cas iranien en est le parfait exemple. La question centrale est donc là. Est-ce qu'on assiste à une série d'événements chaotiques, désordonnés, ou est-ce que tout ça suit un script, un manuel? Et si cette volatilité qui fait si peur au marché n'était en réalité qu'un outil de négociation parfaitement maîtrisé? Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va identifier ce fameux schéma. Ensuite, on va plonger dans les détails du manuel, avec les deux grandes phases, l'escalade de la tension, puis le chemin vers un accord. Et pour finir, on verra ce que tout ça implique concrètement pour les marchés. Le point de départ de l'analyse est à la fois simple et très puissant. Après avoir passé au crible des centaines d'heures d'actualité géopolitique et commerciale depuis 2025, un manuel en 10 étapes semble se dessiner encore et encore. Mais alors, c'est quoi exactement ce manuel du conflit? Eh bien, c'est une tactique de négociation qui revient tout le temps en 10 étapes. L'idée est simple, faire monter la pression, un maximum de pression, que ce soit sur les ennemis ou même sur les alliés, jusqu'à ce que l'objectif, qu'il soit économique ou militaire, soit atteint. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première phase, c'est la fabrication de la crise. Tout l'art, ici, c'est de faire monter la pression, de construire le drame, pas à pas. C'est là que tout commence. Les 3 premières étapes posent les bases de la crise. Ça commence toujours avec des mots, une pression verbale très forte et très publique. Ensuite, on passe à l'action, avec des mouvements visibles qui rendent la menace plus crédible. Et enfin, il y a le timing. L'action est souvent déclenchée à un moment bien précis. L'étape 1, donc, c'est la pression verbale. Que l'on parle de l'Iran, du Venezuela, ou même, souvenez-vous, de cette tentative surprenante d'acheter le Groenland, le schéma est toujours le même. On lance le conflit sur la place publique et on invite très clairement la cible à trouver un accord. Et regardez bien le timing de ces actions. La source pointe un détail fascinant. Les grosses escalades se produisent très souvent un vendredi soir. Ce n'est pas du tout un hasard. La logique, elle est simple. Ça donne au marché tout le week-end pour digérer la nouvelle. Comme ça, on évite la panique générale le lundi matin à l'ouverture. C'est bien pensé. Et maintenant, on entre dans la guerre psychologique. Les 3 étapes suivantes, elles visent directement l'état d'esprit des investisseurs. Le but est de manipuler les attentes du marché pour avoir le plus gros levier possible avant même que les vraies négociations ne commencent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, presque contre-intuitif. Juste au moment où les marchés se disent « Bon, c'est juste un coup de pression, un accord va vite arriver », la rhétorique change du tout au tout. On se met à parler d'un conflit éternel, sans fin. Pourquoi? Pour faire douter même les plus optimistes. Et voilà, on arrive au point de rupture, le pic du pessimisme. Le marché finit par craquer et il intègre le pire des scénarios. La douleur financière est à son comble, regardez cette chute du Dow Jones. Mais ce que les investisseurs ignorent, c'est que ce moment de panique, c'est justement le signal pour passer à la suite. Parce que ce pic de douleur, ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est un catalyseur. Il a créé les conditions parfaites pour la phase suivante. Voyons maintenant comment toute cette pression est transformée petit à petit en un accord. Les étapes 7 et 8, c'est le début du retournement de situation. Le langage commence à s'adoucir, on voit apparaître des petits signaux de désescalade. Et c'est là que les marchés eux-mêmes deviennent un pion essentiel dans la négociation. Et ça, c'est le point crucial. Il y a des sortes de déclencheurs. D'après la source, certains niveaux de marché sont de véritables lignes rouges. Quand le pétrole s'envole, que les actions dévissent ou que le prix à la pompe devient trop cher pour les électeurs, eh bien la probabilité d'une désescalade augmente d'un coup. Le marché devient en fait le principal argument de la négo. Et on arrive enfin au dénouement. Les 2 dernières étapes nous montrent le but final de toute l'opération, la signature d'un accord et la réaction explosive des marchés qui s'ensuit. Parce que l'objectif depuis le début, c'est toujours l'accord. Et au fond, le contenu exact de cet accord importe moins que la façon dont il est présenté au public, comme une victoire obtenue grâce à une stratégie de pression maximale. La conséquence de tout ça, une revalorisation que la source qualifie de violente. Imaginez un ressort qu'on aurait comprimé au maximum. Dès qu'on lève l'incertitude, il se détend d'un seul coup. Mais attention, ce n'est pas une reprise saine basée sur l'économie. C'est juste la peur qui avait été créée artificiellement qui disparaît d'un coup.
Ok, maintenant qu'on a le manuel en main, comment s'en servir? Résumons ce que la source en tire comme leçon pour essayer de mieux lire les prochains mouvements du marché. En gros, la source voit 3 scénarios possibles. Les 2 premiers parient sur une résolution, qu'elle soit rapide ou un peu plus lente. Le 3e scénario, celui de la guerre généralisée, il est jugé très peu probable. Pourquoi? Parce qu'un baril de pétrole à 3 chiffres, ce serait un désastre politique, et ça irait complètement à l'encontre du but recherché. Et apparemment, comprendre ce schéma, ça peut payer. La source affirme que ça leur a permis de faire bien mieux que le marché. En 2025, par exemple, leur stratégie aurait largement dépassé la performance de l'indice S&P 500. Et si on prend un peu plus de recul, l'écart est encore plus saisissant. Le chiffre est là, presque 5 fois. Ils disent avoir obtenu un rendement presque 5 fois plus élevé que celui du S&P 500 depuis 2020. Tout ça, simplement en appliquant cette grille de lecture systématique aux événements. La conclusion de toute cette analyse, elle tient finalement en une seule phrase. Le chaos n'est pas le but, c'est l'outil. Et le but, à chaque fois, c'est l'accord. C'est le fil conducteur qui relie tous ces événements. Ce qui nous amène à cette dernière question. L'histoire ne serait-elle finalement qu'un script que les marchés sont obligés de suivre, qu'ils le veuillent ou non? C'est une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'un gros titre géopolitique fera l'actualité.